Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en Tunisie, à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle à laquelle il est candidat, le président Monsef Marzouki a déposé un recours contre 3 articles de la loi de finances 2015, une décision qui cible indirectement son concurrent Béji Caïd Essebsi. Controverse autour de l'élection d'Amadou Salifou à la tête du Parlement nigérien. Ce lundi, le vote à la présidence de l'Assemblée nationale a été boycotté par des élus de l'opposition. Les conséquences de la grève du secteur pétrolier au Gabon. Une semaine après le début de l'arrêt de travail, plusieurs stations-service sont à sec. La grogne monte chez les automobilistes. En Tunisie, en pleine campagne électorale pour le second tour de la présidentielle, la présidence de la République a déposé des recours contre 3 articles de la loi de finances 2015. Pour les observateurs, cette décision du président candidat Monsef Marzouki vise à entraver l'action de Nida Tounes, le parti de son rival Béji Caïd Essebsi. Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. La présidence de la République tunisienne a déposé une série de recours à l'encontre de 3 articles de la loi de finances 2015. Ce sont les articles 11, 12 et 13 qui sont visés par la procédure. La présidence s'est fondée sur son interprétation des articles 41, 49 et 66 de la Constitution. À quelques jours du second tour du scrutin présidentiel prévu ce dimanche 21 décembre, cette contestation de l'action des députés de l'Assemblée est perçue par certains observateurs comme un acte dont l'objectif principal est de s'opposer aux décisions du parti Nida Tounes, majoritaire au sein de l'hémicycle. Très clairement, ce recours de la présidence de la République intervient contre un texte qui vient d'être approuvé par une large majorité de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des représentants du peuple. Une large majorité, une majorité de l'ordre de 75%, qui va largement au-delà des limites du seul parti Nida Tounes, qui va également au-delà des partis proches de Nida Tounes, donc qui probablement a intégré un nombre important de députés de Ennahda. Cela prouve que la constitutionnalité de ce texte, à mon sens, ne se pose pas. Un second recours concerne la suppression des articles 11, 12 et 13 de la loi des finances 2015 qui concernent les employés de l'Assemblée nationale constituante. Cette manœuvre n'ira pas loin parce que je pense qu'elle ne sera pas retenue par les juges dans les jours qui viennent. Mais simplement, elle met en difficulté les institutions tunisiennes à un moment de flou institutionnel et constitutionnel. Nous n'avons pas encore de président de République élu et donc le fait de ne pas signer la loi des finances telle qu'elle lui est présentée aujourd'hui risque de mettre en difficulté la gestion des affaires publiques dès le 1er janvier 2015. Sur le plan électoral, les 2 candidats poursuivent leur campagne pour le second tour. L'emploi, le développement économique et social ou encore la lutte contre le terrorisme sont au cœur des débats. Au Niger, l'Assemblée nationale a confirmé ce lundi l'élection d'Amadou Salifou en tant que président de l'institution. Le choix de ce député dissident de l'opposition crée à nouveau la polémique. Sa première élection le 24 novembre dernier a été contestée par plusieurs députés devant la Cour constitutionnelle. Le nouveau vote de ce 15 décembre a été boycotté par des élus de l'opposition. Les développements d'Ibrahim Ndiaye. Au Niger, l'élection d'Amadou Salifou à la tête de l'Assemblée nationale de nouveau contestée. Ce député dissident de l'opposition avait été élu le 24 novembre, mais le scrutin faisait l'objet de contestations devant la Cour constitutionnelle par plusieurs députés. Ce lundi 15 décembre, il a été de nouveau élu au poste de président avec 72 voix sur 113, ce qui n'a pas empêché un nouveau bras de fer. Aujourd'hui, nous sommes invités ici en violation des dispositions de l'article 89 de notre loi fondamentale. Nous sommes aussi rassemblés ici en violation des dispositions de l'article 6 de notre règlement intérieur. Pour certains députés, il n'est pas en effet question d'élire un nouveau président sans que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la légalité de la première élection du 24 novembre 2014. La prudence de l'Assemblée nationale aurait été d'attendre la fin du processus judiciaire. Mais aujourd'hui, tout a été statué. Donc, on rentre dans une épreuve de force. Est-ce que l'opposition va pouvoir rentrer dans l'hémicycle ou éventuellement, il va y avoir cette épreuve de force pendant un moment. Mais compte tenu du nombre de peu
des gens qui sont de l'opposition. Je pense que tout pourra évoluer éventuellement avec des postes de vice-président laissés à l'opposition. Les députés de l'opposition ont boycotté ce vote du 15 décembre. Si la nouvelle élection est confirmée, le nouveau président de l'Assemblée, Amadou Salifou, prêtera serment dans les prochains jours. Le président Joseph Kabila appelle à une réduction des casques bleus en République démocratique du Congo. Un appel lancé dans son discours sur l'état de la nation prononcé ce lundi à Kinshasa. Le chef de l'État a justifié sa requête par le fait que ses troupes étaient également capables de garantir la sécurité dans le pays. Aminata Diak. Le président Joseph Kabila souhaite une réduction des casques bleus en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres réunies en congrès ce lundi 15 décembre 2014 à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État a reconnu que la situation sécuritaire du pays exige un équipement spécialisé qui n'explique cependant pas le maintien des troupes onusiennes sur le territoire national. L'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre des casques bleus sur notre territoire. La République démocratique du Congo est un pays où il n'y a plus de guerre classique, où la protection des civils relève désormais des opérations de police et des opérations militaires, et où la situation militaire générale s'est améliorée au point de lui permettre de se porter au secours d'autres frères et sœurs en détresse. Pour certains spécialistes, la requête du chef de l'État congolais est justifiée. Seulement le pays doit encore compter sur la présence des casques bleus pour assurer sa sécurité. On se pose la question pourquoi le président Kabila ne demande pas le départ tout simplement de la MONUSCO. Pourquoi une partie? C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de la présence de la MONUSCO, ne fût-ce qu'une force morale, politique envoyée par le Conseil de sécurité. Mais sur le plan militaire, on peut dire que l'armée congolaise n'est pas dans la capacité de défendre surtout les frontières de l'Est. Au niveau politique, c'est question de souveraineté, il peut demander le départ, mais sur le plan sécuritaire, il a besoin encore de la MONUSCO. C'est pour ça qu'il demande d'ailleurs qu'une partie parte. Les casques bleus sont présents en République démocratique du Congo depuis 1999. Il y a eu d'abord la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, de 1999 à 2010, puis la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2010. En Égypte, l'ambassade de Grande-Bretagne a réouvert ce mardi. L'ambassade au Caire avait été fermée le 7 septembre dernier. Le lendemain, le Canada avait fait de même. Dans les deux cas, pour des raisons de crainte liées à la sécurité. Premier secteur touché par ces décisions en Égypte, le tourisme et l'investissement. Sally Ghanem. La décision prise par la Grande-Bretagne et le Canada de fermer leur ambassade au début du mois de décembre 2014 au Caire pour des raisons de sécurité provoque l'inquiétude des Égyptiens. Ces fermetures pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Le secteur touristique devrait être l'un des premiers à pâtir de cette mesure. Le tourisme sera beaucoup affecté au cours de cette période, en particulier parce que les touristes viennent en Égypte pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. Le nombre de touristes augmente toujours à cette période de l'année. Donc, je pense que l'Égypte va perdre un grand nombre de ses touristes. Je pense aussi que cette baisse va continuer pour un long moment, même si aucun acte terroriste a lieu, comme s'y attendent certains de ces ambassades. La fermeture des deux ambassades britanniques et canadiennes laisse supposer qu'une menace sécuritaire majeure plane sur la capitale égyptienne. Les investisseurs risquent de ce fait d'être découragés, ce qui ralentira la reprise économique du pays. Outre le tourisme, il va y avoir également un impact sur les investissements étrangers, qu'ils soient directs ou indirects. Cet impact sur l'investissement indirect sera rapide. On prévoit que la taille des investissements étrangers sur le marché boursier égyptien durant cette semaine et la semaine prochaine diminuera fortement. Les étrangers vendront plus qu'ils n'achèteront, ce qui pourrait conduire à une baisse de l'indice des marchés boursiers et une baisse dans le commerce du marché boursier. Jusqu'à présent, les attaques terroristes n'ont ciblé que la police et l'armée égyptienne. Toutefois, la semaine passée, un groupe terroriste islamiste a revendiqué l'assassinat d'un ingénieur pétrolier américain dans le désert occidental en août 2014. Au Gabon, les conséquences de la grève illimitée du secteur pétrolier commencent à se faire sentir sur le marché du carburant. Depuis quelques jours, certaines stations-service sont à sec. Les automobilistes font grise mine. Correspondance de Douglas Toutoumé. La production pétrolière du Gabon est à l'arrêt.
Les stations-service du pays sont en rupture de carburant suite à une grève de l'ONEP, principal syndicat des employés du secteur pétrolier. L'organisation a entamé une grève générale illimitée depuis le 1er décembre dernier. Rupture de stock et longues files d'attente sont perceptibles dans la majorité des stations-service. On cherche du carburant comme s'il n'y en avait pas. Nous sommes producteurs de pays, producteurs de pétrole et puis pour nous, ce n'est pas une situation qui devrait exister. C'est scandaleux. D'après l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, la production de la compagnie Total aurait chuté d'environ 50% et 80% des activités de Shell seraient à l'arrêt. L'unique raffinerie du pays, la société gabonaise de raffinage, est totalement à l'arrêt depuis le 2 décembre. Mais depuis quelques jours, le gouvernement importe de grandes quantités de carburant en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de faire face à la pénurie. Une situation qui pourrait pousser le syndicat à durcir le ton. Nous poursuivrons notre mouvement de grève jusqu'à la satisfaction des 4 préalables contenus dans le préavis déposé sur la table du gouvernement. Tous les travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes sont prêts à aller jusqu'au bout, même si le prix à payer s'avère lourd. L'ONEP réclame la suspension des prélèvements à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Il conteste également les licenciements du personnel et le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.